Parents autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Votre radio. Vos émissions préférées, elles sont toutes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Parents autrement. Je suis Pauline et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée d'un invité assez particulier pour moi parce qu'il s'agit d'un homme et c'est pas commun sur Parents autrement et surtout d'un père. Bonjour Étienne. Bonjour Pauline, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui vont nous écouter en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Alors pour cette émission, pour moi c'était hyper important de pouvoir donner la parole au père parce que dans la naissance d'un enfant, il y a deux personnes aussi qui sont concernées. Il y a bien sûr la mère qui va porter l'enfant et puis il y a cette autre personne, ce coparent, ce père qui va être témoin parce qu'il ne porte pas l'enfant dans son corps, mais par contre il le porte dans son cœur. Et chacun va le porter différemment et au moment qui lui sera juste. Mais il va surtout être témoin de tout ce processus de la grossesse et de comment va se développer l'enfant petit à petit. Et aussi, il est témoin de la naissance d'une mère. C'est un rôle qui peut encore de nos jours, qui peut valoriser, qui peut parler ou qui a encore beaucoup de tabous autour de ça. Et je pense que dans notre société, on a aussi mis beaucoup d'injonctions et d'étiquettes à la place que le père doit tenir dans une naissance. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse aller parler de paternité autrement. Bien sûr, puisqu'on est dans Parents autrement. Donc voilà pourquoi Étienne est avec nous aujourd'hui et surtout que vous verrez en fin d'émission, Étienne il a une très chouette proposition qui m'a tout de suite appelée quand je l'ai découverte. Alors Étienne, dis-nous tout, qui es-tu? Parce que c'est vrai que dans Parents autrement, on va aussi à la découverte d'une personne. Pour moi, l'humain est essentiel, donc on a à cœur aussi de savoir qui tu es. J'ai un petit peu de mal à définir qui je suis quand on me pose la question, mais j'ai été beaucoup de choses et je suis un être en évolution. Je suis ingénieur, j'ai fait pas mal de métiers différents dernièrement, je suis en exploration. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui m'occupe à temps plein, c'est d'être un papa. J'ai deux petits garçons, un qui a 2 ans et un qui est né il y a 2 mois. Ouais, qui est tout jeune encore. Qui est tout jeune, ouais. Et aujourd'hui, oui, ce qui m'occupe et ce qui me définit là tout de suite, à l'instant où je te parle, eh bien, c'est d'être un papa en chemin. Wow, ça c'est génial. T'as pas l'air trop fatigué quand même. Non, ça va, il a l'air de bien dormir. Il dort plutôt bien, j'ai de la chance avec ça. Ça c'est cool. Ouais. Ok. Donc ce que tu me disais pendant qu'on préparait l'émission, c'est vrai que tu es devenu père à un moment de ta vie où il y avait pas mal de doutes au niveau de professionnel, de ce que tu allais être. Tu étais ingénieur et puis voilà, c'était un moment assez d'instabilité finalement dans ta vie professionnelle et c'est là que t'as appris que t'allais être papa pour la première fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, il y a un moment un peu d'instabilité où les repères sont pas très forts, pas très stables. Et il y a cette grosse instabilité qui vient arriver, l'arrivée d'un enfant dans la vie. Et puis tout le processus de la grossesse aussi, que je considère vraiment aussi comme une étape très importante. Il n'y a pas que la naissance et l'après. Pour moi, le bébé, en fait, il arrive dès le moment de la grossesse. Et ça vient aussi changer beaucoup de choses. Pour moi, je pense que le papa et la maman, ils naissent aussi à ce moment-là, en fait. Et donc oui, ça a été un grand processus dès le départ, le départ pour moi. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui véhiculent qu'on devient parent que quand ou beaucoup de pères qui disent je deviens père que quand je l'aurai dans mes mains, que ça sera concret. Et moi, je suis plus et moins d'accord avec ça parce que pour moi, en fait, le rôle de père, il se construit presque même avant, dès qu'il germe l'idée de j'ai envie d'être père. J'ai envie d'accueillir un enfant dans ma vie et c'est à ce moment-là qu'il y a cette phrase dans la tête où je crois que ça y est en fait. Vous êtes déjà en train de devenir père dès ce moment-là en fait. Après c'est un long chemin et
Et la rencontre, ça fait partie de l'expérience et du chemin, mais c'est qu'à un moment donné de tout ce chemin de paternité, je sais pas comment ça te parle. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Il y a tout ce qu'on projette, tous les idéaux qu'on peut avoir avant de passer à l'acte et d'avoir le désir d'avoir un enfant. Et puis quand ça y est, quand on sait que la grossesse est en route, il y a tout un tas une construction en fait qui vient se faire au niveau du mental, et quel père je vais être, quel parent je vais être, qu'est-ce que je veux pour mon enfant. Et en fait, pour moi, il y a tout un tas de choses qui se produisent à ce moment-là et qui sont super importants. Ouais. Incroyable. Du coup, c'est vrai que ta relation à la paternité, tu me disais que les débuts avaient été difficiles et puis qu'on peut jamais vraiment se sentir prêt à ça. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile pour toi dans ce processus de paternité ? J'avais du mal déjà à savoir comment trouver ma place en tant que père, quelle quantité de présence était juste. Très, très vite, j'ai compris que en fait, ça me demandait une présence à laquelle j'étais pas préparé, une quantité de temps à laquelle j'étais pas préparé. Commencer sa journée, et même en fait une journée, on sait pas trop quand elle commence quand on est jeune papa, parce que la nuit peut être on sait pas quand les journées finissent. On sait pas quand les journées finissent non plus. Et ce processus de comprendre qu'en fait le temps ne m'appartient plus. Vraiment, je décide pas vraiment comment je gère mon temps, parce qu'il y a un être qui dépend en partie de moi, que je dois accompagner, c'est ma responsabilité. Et voilà, je lui dois ce temps. Ouais, exact, totalement. Et c'est vrai que ça, c'est un chemin de compréhension de ça et d'acceptation aussi, et de lâcher prise finalement pour. T'avais utilisé le mot sacrifice, et c'est vrai que ce mot, il est juste quelque part, parce que. Mais c'est aussi un don de soi finalement. On peut plus retourner à cette vie d'avant où on n'avait que notre seule responsabilité. On pouvait vivre libre et voguer à nos envies quand on voulait. Devenir parent aussi, c'est ça en fait. C'est cet engagement, cette responsabilité de s'occuper d'un être humain qui est immature. Alors immature dans le sens où cérébralement il n'est pas fini d'être construit, il n'est pas autonome. Et l'autonomie, c'est une succession d'acquisitions qui demandent du temps. Et c'est ça, en fait. C'est cette perspective-là de se dire, en fait, il va compter sur moi de nombreuses années. Et petit à petit, je vais retrouver mes espaces. Ils sont précieux et importants, ces espaces à soi. Mais c'est vrai que dans l'immédiateté, ils n'existent plus. Ouais, c'est vrai que ça a été difficile pour moi d'accepter ça. De plus être maître de mon temps. J'utilisais le mot sacrifice vraiment dans le sens sacré du terme, dans le sens effectivement je donne, je me donne, ce don de soi. Je m'offre à cet enfant, et je m'offre aussi à ce que la vie va me réserver, parce que je crois que rien ne prépare réellement à devenir un papa ou maman, et en fait, on le découvre en le faisant, en l'étant, et chaque jour apporte son lot de surprises, parfois de joie, parfois de douleur, d'émotions très intenses. Et voilà, ça fait partie pour moi de ce don. Wow. Est-ce que tu as pu être présent pendant la naissance de ton premier enfant ? Est-ce que tu as pu... comment tu as vécu cette période-là ? Je ne sais pas si vous avez fait des cours de préparation, et puis le jour J, comment ça s'est passé ? Comment tu as pu trouver ta place, et comment tu pouvais soutenir ta partenaire qui était en train d'enfanter ? Alors oui, en fait, nous, on avait le projet de faire un accouchement à domicile. On était accompagné par une sage-femme libérale merveilleuse. Super. Et donc pour moi, j'avais vraiment un rôle très important à jouer dans cette naissance. Et alors, c'est ce qu'on a essayé de faire le jour où... le moment où en fait la poche des os s'est fissurée, on était tout excités, on s'est préparé, on a préparé l'appartement pour qu'il puisse accueillir l'arrivée de l'enfant. Puis ça a mis beaucoup de temps, toute une journée sans qu'il se passe rien et sans qu'on dorme. Et au moment où ça s'est vraiment lancé, on était déjà un petit peu
un petit peu fatigué, en tout cas pour ma part. Ouais. Et ça a été un travail très intense, très douloureux pour ma conjointe. Ouais. Et très vite, en fait, moi aussi, je me suis senti submergé. J'étais plus dans la capacité de l'accompagner, de la soutenir, parce que c'était trop intense. Et moi-même, j'étais plus, même si c'était pas moi qui ressentais cette douleur. Bien sûr. Ça venait me chambouler très fort. Ouais. C'était très très difficile pour moi d'assister à ça. Et puis surtout, je me suis senti vraiment impuissant dans le sens où je ne pouvais pas. J'avais le sentiment de ne rien pouvoir faire pour l'aider dans ce travail qui a été très long et douloureux. Et au bout d'un moment, du coup, même si notre projet c'était d'accoucher à la maison, la douleur était trop intense et le travail n'avançait pas suffisamment vite. Et du coup, Manon, ma conjointe, a décidé d'aller à l'hôpital pour être soulagée par une péridurale. Ouais. Et donc c'est ce qu'on a fait. Ouais. On est allé à l'hôpital et puis après, l'enfant Noah est arrivé très vite après. Ok. Ouais, la péridurale a soulagé et puis le travail s'est poursuivi. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Et parce que j'imagine parce que cette émotion quand ça y est, l'enfant arrive, l'enfant naît, elle est intense quand petit à petit il y a tout le processus qui arrive. On commence à comprendre il y a sa tête qui arrive, et il va bientôt sortir, il va être là. Et comment ça a été pour toi de connecter à ce moment vraiment? Est-ce que comment ça s'est passé? Et en fait, finalement, quand Noah est sorti, j'ai pas été connecté à mes émotions facilement du tout. Ok. Je me sentais tellement fatigué. Mon cerveau essayait de me dire que j'étais devenu papa, que j'avais un fils, que c'était merveilleux, mais en fait, mon corps n'était pas là-dedans, vivait autre chose. Ouais. Et donc ça m'a mis du temps, peut-être plusieurs jours, pour vraiment l'apprivoiser et pour vraiment me laisser toucher par ce petit être et pour vraiment créer un lien, une connexion. Ça, c'est hyper important ce que tu partages parce que on va véhiculer, j'ai fait exprès de dire, t'as dû ressentir cette émotion débordante, etc. Parce que ça fait partie des injonctions qu'on s'attend à vivre quand on rencontre son enfant, de se dire je vais être envahi de cette vague d'amour dont tout le monde parle. Et quand la vague d'amour elle est pas là, ça vient encore se rajouter à déjà nous ce qu'on vit et qui est en dissonance avec l'injonction de la société de ce que tu devrais ressentir. Et pour moi, c'est important de pouvoir ouvrir en fait le champ des possibles et de dire en fait il y a pas de bonne ou de mauvaise rencontre. Il y a une rencontre et on peut juste en fait être présent à soi sans penser à qu'est-ce que je dois ressentir dans ce moment-là en fait. Et tout est ok et tout est juste. Moi-même, pour ma part, quand j'ai rencontré mes 2 enfants, j'ai pas ressenti de vague d'amour. J'étais dans une autre dimension très particulière mais en tout cas, j'étais pas connectée à cette vague d'amour dont tout le monde parle. Tout comme certains pédiatres vont parler de ce premier regard, le proto-regard, qui apparemment est très profond. Ça, pareil, c'est pas des choses que j'ai pu ressentir et c'est ok en fait. Et c'est vrai que c'est important pour moi de pouvoir parler de ces autres naissances qui arrivent aussi et qui sont tout aussi belles et puissantes, mais où ça se passe pas comme on pourrait dire comme dans les livres ou comme dans le on dit que. Et ça n'enlève rien en fait à la beauté de la rencontre et de l'acte et de tout ça. Ça fait partie en fait de cette expérience et que pour certains, ça va prendre du temps, des jours, voire des semaines pour construire cette relation d'amour profond. Comme si finalement on s'attendait à vivre un coup de foudre, mais que le coup de foudre, on se dit est-ce que c'était là, c'était pas là, je l'ai pas vu passer, je l'ai loupé, et peut-être que le coup de foudre n'existe pas, mais que c'est dans la progression et dans la durée, dans le temps que c'est un coup de foudre long peut-être, qui est pas instantané finalement, et ça a tout autant de valeur et de richesse quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que chaque naissance est unique. C'est un instant qui est vraiment unique. Chaque personne ressent quelque chose de différent. C'est multifacteur.
combien de temps a duré l'accouchement, Exactement. Comment je me sens émotionnellement avant l'arrivée de cet enfant. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'attente à avoir en fait quand le bébé arrive. Si je ressens tout de suite une émotion incroyable, tant mieux, c'est un cadeau du ciel. Et puis sinon, en fait, c'est très bien aussi. Et puis le lien se fera de toute façon. Exactement. Et puis pour ton deuxième, alors comment ça s'est passé avec cette première expérience, la deuxième naissance? Est-ce que tu as pu constater des différences, des similitudes, ou voir une progression, quelque chose comme ça? Oui, la deuxième naissance a été bien différente. Déjà, j'avais beaucoup moins d'attentes par rapport à cette naissance. La première, je l'avais totalement idéalisée. Je m'étais dit qu'il fallait que ça se passe à la maison, dans notre cocon, que la maman n'ait pas de douleur. Et puis, voilà. La deuxième fois, j'avais un peu laissé tomber tous ces idéaux. Je m'étais préparé à ce que ça puisse être douloureux, que ça puisse aussi se terminer à l'hôpital. Et je m'étais dit, en fait, c'est très bien aussi que si l'enfant naît à l'hôpital, eh bien, voilà, c'est aussi qu'on a de la chance d'avoir des hôpitaux et d'être accompagné par le système hospitalier qui fonctionne très bien. Et du coup, ça a été très, très, très doux. Ça s'est du coup passé tout du long à la maison comme on le souhaitait. Et ça a été aussi plus rapide. Ça n'a duré que 5 heures en tout. Et voilà, moi je me suis senti aussi plus utile, plus soutenant parce que j'avais l'impression qu'en fait déjà ça avançait plus. Voilà, je me sentais porté par une dynamique, par quelque chose qui avance. Et puis du coup j'étais bien présent physiquement aux côtés de ma conjointe et je sentais que j'apportais quelque chose, que ma présence apportait quelque chose. Et j'ai vraiment été extrêmement ému en fait au moment de la poussée en fait. Quand j'ai senti qu'en fait Manon, ma conjointe, était comme traversée par quelque chose qui nous dépasse en fait, une force incroyable que je n'avais jamais vue avant, que je n'aurais jamais pu imaginer. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une femme puisse être dotée d'une telle force, puisse être traversée par ça. Donc ça m'a ému, je me suis mis à pleurer en fait à ce moment-là. Et puis voilà, que peu de temps après, peut-être 1 ou 2 minutes après, notre deuxième fils, Soélie, est arrivé et c'était très beau. Tu parles de quelque chose qui est très très puissant et finalement qui explique. Il y a plusieurs choses qui me sont venues en fait. C'est que dans une naissance avec péridurale, des fois il y a ce que tu décris après pour la deuxième naissance, cette puissance traversée dans le corps de la femme. On parle des fois du cri de la guerrière tellement c'est incroyable et ça nous dépasse. Et la péridurale vient enlever ça en fait, vient enlever ce processus-là qui se produit à ce moment-là. Et je crois que c'est en ça que on a tendance à dire oui quand en fait tout est juste dans un travail qui avance difficilement, lentement, et puis où la mère elle ressent vraiment énormément d'inconfort. C'est peut-être adapté à ce moment-là d'aller prendre la péridurale pour respirer, ramener ce calme. Et puis pouvoir peut-être accueillir son enfant plus sereinement, plus tranquillement. Et puis voilà. C'est vrai que par contre, il y a une conséquence qui est là, c'est que il y a peut-être des fois des connexions qui se font moins. C'est plus difficile et c'est le lien d'attachement dont on me parle là. C'est vraiment cette dynamique émotionnelle et hormonale. C'est ce lien d'attachement qui est un petit peu perturbé. Alors que dans une naissance où il n'y a pas la péridurale et où on laisse vraiment la puissance de la femme se libérer, eh bien, il y a ce quelque chose en plus qui vient se passer et qui permet à la fois à la mère et puis au père ou aux coparents de vivre. C'est indescriptible parce que c'est presque irrationnel ce qu'on ressent et c'est ça en fait, c'est l'arrivée d'un enfant tout simplement et que en fait c'était nécessaire peut-être d'avoir ce chemin de naissance. Pour après prendre confiance, pour venir libérer des choses, travailler sur
le lâcher prise, l'acceptation que peu importe, hein, comme tu l'as dit, peu importe où ça se passe en fait, ce qui compte c'est de rencontrer notre enfant. Et on n'a plus d'attente, etc. Donc c'est un processus. Hein, je sais pas si vous le voyez, ce chemin parcouru. Et puis voilà. Et en tout cas, voilà, je voulais juste soulever ça, ce côté émotionnel qui peut parfois se passer quand on a la possibilité d'avoir une naissance médicalisée, qui était nécessaire. On ne vient pas mettre l'accent sur ça aurait pu être évité ou quoi que ce soit, parce que moi j'y crois pas en tout ça. Je pense que chaque expérience a une raison d'être et une raison d'exister, et qu'elle participe à notre chemin de vie. Et de pouvoir faire le comparatif avec une autre naissance dans d'autres configurations, on peut constater qu'en effet il y a aussi des avantages et des choses différentes. Voilà. Et en tant que mère, là je vais parler personnellement pour avoir vécu les deux, avec péridurale et sans péridurale. Quand je dois qualifier la naissance de mon fils, je vais plutôt utiliser les mots de sérénité, de tranquillité, tandis que quand je qualifie la naissance de ma fille sans péridurale, le mot qui me vient c'est violence, parce que c'était extrêmement violent ce que j'ai pu ressentir. Et on est loin de la sérénité et de la tranquillité. Voilà. Donc comme quoi tout est juste en fait, et qu'il n'y a pas d'opposition à avoir, mais plutôt d'unifier en fait toutes ces naissances là, et qu'elles font partie en fait de notre existence. On va faire une courte pause musicale et puis on va poursuivre ce chemin de parentalité, de paternité après la musique. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voici de retour avec Étienne pour parler de paternité. Merci à vous qui nous écoutez en direct et puis en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. On était en train d'évoquer ce moment, la diversité en fait des rencontres entre un père et son enfant, et puis de ce qu'on peut vivre, et puis aussi de ce chemin que chaque personne va parcourir entre quand il y a la possibilité d'avoir plusieurs naissances, de prendre conscience de ce chemin qu'on parcourt de la première naissance à la suivante, etc. Je voulais revenir sur un sujet qui est important parce que c'est une réelle préoccupation pour les pères de savoir comment ils peuvent soutenir leur femme pendant l'accouchement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent être. Et moi, au cours comme vous le savez, je suis doula. Mon métier, c'est d'accompagner les femmes, les pères, les familles et les bébés pendant ce processus de la naissance sur le plan émotionnel et affectif et non médical. Et j'avais écouté Michel Audin, un célèbre gynécologue obstétricien qui est vraiment une pointure dans le milieu de la naissance physiologique en France et partout dans le monde, j'ai envie de dire. Lui, dans son interprétation, dans cette étude poussée qu'il avait menée, il disait, et vous pouvez très facilement retrouver son message sur YouTube ou sur une de ses vidéos, que le papa sa place était dans la cuisine. Et moi, ça m'avait vraiment touchée de me dire, ah bon, il est dans la cuisine? Et ça me touchait encore plus parce que j'étais praticienne hypnonaissance, et que avec l'hypnonaissance, on invite plutôt les pères à être présents et à tenir l'espace. Et en fait, je crois qu'il y a ça qui a émergé, que en fait le rôle du père, c'est de protéger en fait sa femme et son bébé des agressions extérieures. Les agressions extérieures modernes d'aujourd'hui, c'est quoi? En premier lieu, c'est peut-être le mental de la mère qui la rattrape tout simplement, et parce qu'on est des êtres humains modernes, très modernes, avec une pensée très élaborée, un sens de l'analyse, des peurs, et ça c'est peut-être le premier danger finalement d'une naissance, c'est ce mental qui rattrape et qui commence à cogiter et qui vient mettre les freins sur un processus animal et physiologique, de base. Mais après, il y a aussi toutes les perturbations extérieures quand on a une naissance médicalisée ou dans un hôpital sans qu'elle soit médicalisée, puisque si vous nous avez écouté, vous savez que moi c'est la naissance de ma deuxième, on a été en hôpital mais elle a été non médicalisée, et en fait c'est possible, mais là le conjoint il a un tout autre rôle, parce qu'il va venir protéger cet espace pour permettre à la femme de vraiment rester dans sa bulle de ce qu'elle est en train de traverser, elle est en train de vivre. Et il a ce rôle finalement d'être. Plutôt que de faire,
je crois l'homme est doué pour être protecteur, être ce rocher, ce pilier sur lequel la femme sait qu'il est là et que parce qu'il est là, qu'il la soutient et que il est infaillible et puis que lui, il a l'air d'avoir confiance. C'est ça qui permet de garder le cap, quoi. Comment ça te parle, Étienne ? Oui, je pense que c'est un rôle important en tant que papa de bien savoir déjà quelles sont les attentes de la maman au moment de la naissance, de bien avoir communiqué à ce sujet-là. Est-ce que la maman elle a besoin d'être accompagnée, d'être rassurée, d'avoir quelqu'un effectivement qui est là pour sécuriser l'espace, porter l'espace. Ouais. Je pense que certainement beaucoup de femmes ont ce besoin-là en fait de se sentir totalement en sécurité, dans l'intimité, pas dérangé. Et oui, je pense que c'est un rôle que le papa il peut prendre. Ouais. De dire moi je suis garant de cette sécurité, de cette intimité. Ouais. Je peux être par exemple un intermédiaire entre la maman et le corps médical. Ouais. Il peut prendre ce rôle-là. Ouais, totalement. Et aussi ce qu'on évoquait hors antenne, c'est quelle valeur on accorde en fait à ce que traverse un papa pendant la naissance, émotionnellement et aussi physiquement. Et c'est là aussi, finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un réel aussi besoin d'y mettre de la valeur. Parce que pour moi, c'est tout aussi important que le coparent, le père, puisse ne pas connaître l'épuisement de la naissance, la fatigue, et finalement, parce que il y a comme cette sensation d'être à bout, ou d'être épuisé sur les rotules. Il y a cette incapacité à pouvoir aller se connecter à ce qui s'en vient. Il y a plus de réserve et plus d'énergie, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant quand on fait appel à des doulas ou des personnes. Ça peut être aussi nos parents, nos proches, des amis qui viennent nous offrir un relais, en fait, juste pour pouvoir se reposer ou décharger émotionnellement quelqu'un qu'on peut appeler pour juste poser tout ce qui se passe et tout ce qu'on ressent, parce que c'est clairement pas la mère qui enfante qu'on va aller déposer tout ça, mais que ça peut apporter ce soulagement. Donc c'est vrai que si vous avez c'est aussi des pistes pour vous qui parfois allez devenir grands-parents ou alors des amis, meilleurs amis, des proches vraiment qui accompagnent une naissance mais à distance, on va dire, de pouvoir offrir au père un moment de décompression, un relais, où il va pouvoir poser ce qu'il ressent et c'est aussi l'essence même, je pense, de ton initiative, Étienne, d'offrir cette parole au père. Et là, j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Pourquoi c'est important en fait d'offrir cette parole au père ? Qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre en fait d'autoriser en fait les pères à déposer tout ce qu'on n'est pas justement aujourd'hui tellement autorisé à dire. Déposer, se sentir légitime de dire quelle place j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai pu ressentir pendant l'accouchement de ma femme. Parce que oui, on a tendance à laisser un peu le papa de côté dans ce processus-là. C'est la maman qui vit quelque chose, mais c'est vrai que le papa, il vit aussi quelque chose de très fort. Et il peut tout à fait aussi avoir besoin d'être accompagné. D'ailleurs, je considère que les doulas accompagnent autant le papa que la maman. Mais oui, ce besoin d'accompagnement, il peut être vraiment présent. Nous, je sais que d'une naissance à l'autre, on a dû réajuster ça, parce qu'à la première naissance, on s'était dit qu'on allait accoucher juste tous les deux, tout petit noyau restreint avec la sage-femme. Et puis en fait, il s'est avéré qu'en fait, c'était pas suffisant, que moi, j'aurais préféré avoir plus de personnes autour de moi pour me soutenir, pour soutenir la maman. Et du coup, c'est ce qu'on a mis en place pour la deuxième naissance, avec du coup la présence de la grand-mère et du grand-père qui était là, et même du grand frère. Génial. Qui est arrivé au moment de la naissance aussi. Et ça a tout changé, parce que du coup on se sentait armé suffisamment. Et moi, ce que j'ai envie de permettre, c'est permettre aux hommes d'oser dire en fait, d'oser se montrer vulnérable en fait, dans tout ce qu'on comprend pas, dans tout ce qu'on maîtrise pas. Pouvoir parler de ça. C'est hyper important ce que tu dis, parce que
on parle de la dépression postpartum, on parle des difficultés maternelles et on ne parle pas des difficultés paternelles. Et que tout ce qui a pu se passer pendant la grossesse, la naissance, la rencontre avec son enfant peut venir faire écho à des parts de nous, de notre existence. Et finalement, un père peut aussi être sujet à la dépression postpartum et peut être aussi sujet à des difficultés paternelles. On est dans le registre émotionnel, psychologique, de se demander si on compte pour son enfant de 6 mois ou de 3 mois, si on est important pour lui, ou s'il nous aime, ou est-ce qu'on l'aime, ou se dire que de toute façon on s'occupe pas bien de lui, ou qu'on ne sait pas faire, ou qu'il ne nous aime pas, ou qu'il ne nous veut pas. Ce sont des choses qui sont révélatrices finalement d'un mal-être, de beaucoup d'émotions qui sont là, et que pour moi en fait tout ça en fait ça pourrait être accompagné s'il y avait cette possibilité, cette autorisation donnée au père d'être vulnérable et d'avoir un espace où il puisse aller déposer ça, en fait, ce qu'il ressente. Et on va pas le déposer au copain ou à la copine qui va se permettre de venir banaliser, juger, minimiser ou raisonner. On vient le déposer dans un environnement de sécurité, d'accueil de l'autre, de bienveillance, qui va vraiment permettre d'aller connecter à cette brèche qui est en nous, mais qui est là en fait et qui ne demande qu'à être vue. Oui, tout ce que tu dis, ça résonne bien. On peut vivre des moments très difficiles en tant que papa suite à la naissance. Le postpartum, c'est aussi le papa qui le vit. Savoir comment prendre sa place, savoir comment résister au manque de sommeil, le fait que voilà, pendant un moment on a moins d'interaction avec l'extérieur, on est très focalisé sur le bébé. En fait, ça peut être très difficile à vivre, ça. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de papas aussi qui vivent des moments très difficiles. Et en fait, je pense qu'on a besoin de pouvoir en parler, d'avoir un espace pour en parler. Et donc moi, dans cette proposition de cercle d'hommes que je fais, c'est d'inviter tous les papas, mais pas que les papas, à venir se déposer ce fardeau en fait de choses qu'on ne comprend pas, qui sont difficiles à vivre, ces émotions qu'on ne s'autorise pas à vivre pleinement, pouvoir les déposer quelque part dans un endroit où on ne sera pas jugé et où on sera juste écouté et accueilli. Et finalement, ça vient toucher le pouvoir de l'écoute, la médecine des mots finalement, mais que y en a beaucoup encore qui pensent que juste pouvoir parler et se montrer vulnérable, se disent à quoi ça sert, ou est-ce que vraiment ça permet quelque chose. Bon, les doulas, c'est quand même les spécialistes de l'écoute. Et je pense que toi, du coup, t'as pu aussi l'expérimenter, mais que oui, c'est guérisseur, et que des fois, juste ça, de pouvoir avoir un espace où on va déposer et on déroule sa pensée, en fait, sans être interrompu, sans que quelqu'un finisse nos phrases, ou nous interrompe, et ben, ça permet vraiment d'aller au fond, d'aller creuser en soi et d'aller révéler finalement ce qui est là, et aussi les récits des autres, parce qu'il y a, comme c'est des cercles de pères, du coup ta proposition, il y a une co-création entre tous les pères présents. Chacun va avoir un récit à déposer, et que du coup le récit d'un tel ou de l'autre personne va venir réveiller des choses en nous et va permettre de aussi d'aller cheminer sur ces parts-là qu'on n'avait peut-être pas vues, ou alors ça va être la résonance presque exacte avec notre vécu, et de se sentir je suis pas seule en fait, il y a aussi une autre personne qui a l'air de vivre plus et moins la même chose que moi en fait. C'est ça aussi que ça permet, cette puissance-là en fait. Ouais, tout à fait. De pouvoir bénéficier déjà d'une écoute pure, en fait, c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde et pas tous les jours. Et ça permet effectivement de se montrer vulnérable, de se rapprocher en fait au plus proche de ce qu'on ressent vraiment. Et ça c'est très aidant en fait. Ça permet vraiment de structurer sa pensée, de se recentrer. En fait, je pense que la parole, elle devient sacrée dans un endroit où on peut vraiment être entendu, on peut vraiment être écouté. Et elle prend du coup tout son poids.
Effectivement, cette notion de résonance, quand on est plusieurs à partager des choses, ça peut résonner, ça peut venir activer des compréhensions, ça peut venir débloquer une émotion qui n'était pas comprise. En fait, c'est très très riche le fait de pouvoir partager en groupe et de se retrouver autour de ces sujets-là. Ouais. Merci pour ce partage. C'est tellement important pour moi que voilà, qui est ce possible qui s'ouvre, et j'espère qu'il y a beaucoup de papas qui pourront écouter ce message et se sentir s'autoriser à vivre leurs émotions et faire ce déplacement, ce chemin-là. Surtout qu'il y a, je veux dire, la paternité, voilà, comme on a dit, finalement, ça commence à germer du moment où on s'autorise, où on se dit, j'ai envie d'accueillir un enfant dans ma vie. Et puis va y avoir tout ce chemin, cette expérience pendant la grossesse, la naissance, le postpartum de la mère. Et puis, comme tu me l'avais dit, dans la préparation de l'émission, ça te fait quoi de retourner travailler à 28 jours après la naissance de ton enfant? Voilà. Et de pas minimiser, en fait, ça. Et de ce que ça va représenter pour le père. Ouais, complètement. Effectivement, ce truc de devoir retourner au boulot 28 jours après la naissance, moi, j'aimerais bien qu'on s'autorise à dire en fait que c'est dur, ou que ça ne l'est pas d'ailleurs, ou qu'on a hâte, mais en fait peu importe, mais qu'on en parle. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient pouvoir rester bien plus longtemps que ça auprès de leur enfant et de leur conjointe. Et je pense qu'il faut qu'on en parle en fait. Exactement. Ouais. Et on va faire une courte pause musicale et on va poursuivre cette discussion. Vous êtes sur Radio Grand Lac dans l'émission Parents autrement avec Pauline et Étienne. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voici de retour. Je suis accompagnée d'Étienne aujourd'hui dans cette dernière partie d'émission. On a parlé de la place du papa, de la parole au papa, et donc on était en train de parler, de l'importance de pouvoir offrir cet espace d'écoute où les pères peuvent s'autoriser à être vulnérables, à déposer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Et puis j'ai lâché cette bombe ça te fait quoi de retourner bosser à 28 jours après la naissance de ton enfant, qui pour moi est quelque chose de violent en fait. Catherine Dumonteil-Crémer dans la parentalité créative, elle l'expliquait comme ça en disant que au début le père, le coparent et la mère regardent une série ensemble. Donc tant qu'ils la regardent ensemble, tout va bien. Et puis à un moment donné, le père ou le coparent, quand il retourne bosser, il arrête de regarder la série, mais pas la mère. La mère, elle continue d'avancer. Et donc, va y avoir cette nécessité, quand il revient dans cet environnement, de rattraper ce qu'il a manqué aujourd'hui, d'essayer de rattraper le fil rouge conducteur de la série, de l'histoire qui s'est déroulée dans son absence. Et que ça, c'est énergivore et très difficile. Et que ça peut aussi expliquer pourquoi, il y a à un moment donné des difficultés qui peuvent apparaître. Et dans ce phénomène-là, une fois qu'on l'a compris, ça montre aussi, parce que à 28 jours, un enfant est clairement loin d'être mature et autonome. Souvenez-vous, ça prend plusieurs années, 25 ans pour arriver à 100% de maturité cérébrale. Mais surtout, pendant la première année, l'enfant est à 25% de maturité cérébrale. À 1 an, il en est à 45%, quasiment à la moitié. Donc pendant cette première année, c'est énorme le développement cérébral, moteur et toutes ces compétences qu'il va acquérir. Et en plus de ça, vous le savez, si vous êtes parent, mais que des astuces, des choses qui marchaient pour accompagner son enfant dans les pleurs, dans le sommeil, dans la nourriture, dans plein de choses, il y a des fois on met en place des choses qui vont marcher à l'instant présent, et puis le lendemain ça ne marche plus. Ça refonctionnera peut-être dans 3 semaines, mais voilà. Et du coup, pour la personne qui s'est absentée, le père ou le coparent, et qui revient, il n'y a pas cette notion que pour le calmer, ça marche plus et qu'il faut faire autrement. Vous voyez là le déséquilibre se créer, et du coup, le savoir repose sur la mère.
Voilà, c'est elle qui sait parce que elle est restée en permanence avec son enfant et du coup les rôles sont plus du tout les mêmes en fait. Ouais. À titre personnel, moi j'ai pas vécu ce retour au boulot après 28 jours parce que j'ai décidé en fait d'accompagner mon fils beaucoup plus longtemps que ça. Pendant 1 an pour le premier. Et c'est vrai que oui, j'ai discuté avec des papas qui me disent que oui, au bout d'un moment, quand ils retournent au boulot, c'est comme s'ils perdaient le fil, quoi. Ce sentiment de plus comprendre tout ce qui se passe, de plus être inclus, de plus faire partie de l'équipe d'une certaine façon que la maman et l'enfant forment parce qu'ils se comprennent, ils se voient tous les jours, c'est presque fusionnel. Et le papa, il est comme interdit de fusionner. Au bout d'un mois, ça y est, toi t'es plus dans le match. Et oui, je pense que ça peut vraiment être difficile. Moi, j'ai eu la chance de continuer un peu à fusionner, de savoir ce qui se passait, d'être présent en fait. Et aujourd'hui, je mesure la valeur que ça peut avoir. Pour moi, c'est inestimable. Dans mon histoire personnelle, le papa, à la naissance de mon premier garçon, il retournait bosser à partir de 6 jours à peu près. Et dans la deuxième naissance, à 4 mois. Et j'ai réellement vu, au-delà du fait que, oui, bien sûr, un deuxième enfant, il y a déjà une expérience de paternité qui s'est construite, mais c'était le jour et la nuit. Et je suis convaincue que s'il avait été présent pendant les 4 premiers mois, dès notre premier enfant, il y aurait peut-être pas eu ces difficultés paternelles qui se seraient montrées. Et sa relation, en fait, avec son enfant aurait été différente, ça c'est sûr. Mais ça n'empêche que c'était son expérience et que, c'était l'expérience qui lui était donnée de vivre. Mais si vous avez le choix ou si ça vous appelle un petit peu, si ça vous titille ce truc de il faut retourner bosser à 28 jours ou même pour les mères, il faut retourner bosser à 2 mois et demi, c'est pareil. Essayez de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quelles ressources pour vous affranchir de ça et prolonger vraiment cette présence auprès de votre enfant le plus longtemps que vous en êtes capable et sans négliger, encore une fois, sans négliger le besoin de relais, le besoin de souffler, le besoin de soutien parce que moi j'aime beaucoup que tu aies fait appel à ta famille pour la naissance de votre deuxième. Moi ça a été le cas aussi pour le postpartum de ma deuxième. On a fait venir mes parents qui m'ont permis de vivre ce postpartum à la maison 3 heures après la naissance de ma fille. On était rentrés et pareil, ça a été inestimable en fait ce lien familial, ce cocon que j'avais réussi à créer et qui a permis de me soutenir et de soutenir aussi mon conjoint dans nous soulager sur la préparation des repas, sur la présence au frère qui est déjà là, qui aussi lui a besoin. C'est vraiment des choses qui sont essentielles, je pense, et qui méritent d'être préparées, évidemment, d'être anticipées. Et même si vous l'avez pas anticipé, mais que vous êtes là dans le jus et que vous l'entendez, autorisez-vous en fait à demander de l'aide et à vous montrer vulnérable parce que la valeur que ça a, elle est tellement supérieure à plein de choses. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On a parfois du mal à anticiper toute cette intensité qui peut arriver après l'arrivée du bébé. Et j'encourage vraiment les futurs parents à bien s'entourer, à bien anticiper le postpartum en fait. Demander à des amis, à des voisins, à la famille. Tout le soutien est bienvenu. Ouais, vraiment, c'est super important, quoi. Exactement, ouais. Et en plus, je pense que toutes les personnes peuvent tout entendre, c'est-à-dire que c'est à vous, par contre, en tant que parent, de poser le cadre de l'aide que vous avez envie de recevoir. Et ça aussi, c'est vrai que c'est pas facile, mais ça demande une certaine réflexion de quel est le cadre des personnes qui vont venir dans cet espace précieux qui nous appartient. Comment j'ai envie qu'elles contribuent. Et je pense que à partir du moment où on parle à partir de son cœur et qu'on parle de ses besoins, qu'on parle de soi, l'autre, quel qu'il soit, est capable d'entendre. Et que s'il n'en est pas capable, de respecter ça et de se dire c'est peut-être pas la bonne personne pour nous du coup, tout simplement. Voilà, sans forcer les choses. Ah oui, tout à fait. Bien définir clairement le cadre de l'accompagnement
quelles sont les personnes qui sont juste, dont la présence est juste à ce moment-là. Et oui, et je trouve que c'est vraiment nécessaire parce que je pense que pour beaucoup de papas et de mamans, ça peut presque être un soulagement des fois d'aller retourner au travail quand on n'a pas été suffisamment accompagné, qu'en fait on vient de passer pour la maman 2 mois et demi en fait toute seule à s'occuper d'un enfant sans trop d'interaction avec d'autres adultes. En fait ça peut être extrêmement lourd et en fait ça peut être vécu comme un soulagement de retourner au travail, alors qu'en fait ce qui serait le plus sain à mon avis, c'est d'être entouré tout simplement, de partager partager un peu cette tâche qui est très intense. Et on parle pas de venir enlever en fait les tâches de proximité avec le lien maternel. On vient de parler là clairement d'avoir du soutien sur le ménage, sur les repas, sur les lessives, sur l'entretien de la maison, pour se dire je vis dans un environnement à peu près agréable et propre. Et puis j'ai la chance de pouvoir être nourrie sans réfléchir, d'aller faire des courses. Voilà, j'ai pas besoin de sortir. Enfin voilà, et que ça soit juste pour chacun. Mais c'est ce genre de choses qu'on invite en fait à faire pendant cette période de postpartum et à chaque instant de la vie. J'ai commencé le début d'année avec une histoire assez personnelle parce que j'ai une de mes anciennes amies et doula du côté de Toulouse qui a vécu quelque chose de très difficile avec son enfant de 18 mois qui ont été hospitalisés. Et là, en fait, on a recréé un village autour d'eux pour les soutenir sur l'alimentation, sur la tenue de la maison, sur comment occuper la grande fille, l'aînée de la famille, sortir le chien, le promener. Et on a fait appel en fait à toutes les personnes qui étaient autour d'eux pour venir soutenir les parents, les amis, les connaissances qui chacun est venu contribuer. Donc en fin de compte, ce village ici, c'est à chaque instant de la vie qu'on peut l'offrir. Là précisément pendant la période du postpartum immédiat, mais finalement, à chaque moment, parce que on peut ressentir des difficultés pendant cette période-là par rapport à tout ce que ça représente. Ça peut aussi susciter des difficultés, ou pas d'ailleurs. C'est important aussi de savoir que des fois ça se passe super bien et que c'est pas un sujet. Mais comme ça peut être aux 6 mois ou 1 an, aux 2 ans de l'enfant, que là on va rencontrer des difficultés. Et que si vous êtes papa et que vous ressentez de grands chamboulements, vous avez aussi toute votre place à ces cercles de pères pour venir déposer ce que vous vivez à ce moment précis dans votre corps d'homme, de père et de conjoint et ça a sa place aussi. Ouais, c'est des étapes de vie qui sont tellement transformantes, tellement impactantes que je crois vraiment qu'on a besoin de liens en fait. On a besoin de ce lien à une communauté en fait qui est soutenante, de pouvoir parler, d'avoir des espaces vraiment dédiés pour ça. Vraiment d'être soutenu dans ces passages-là. Donc du coup, Étienne, ta proposition, elle se tient où, quand, comment ça s'organise? Parle-nous plus concrètement de ça. Alors, pour l'instant, j'ai déjà trouvé des lieux qui vont pouvoir accueillir ces cercles. Donc, il y en a un à Apremont, près de Chambéry, et à Faverges, et vers Albertville. Ok. Super. Maintenant, je cherche les participants qui vont bien vouloir me rejoindre dans cette aventure. Il y en a déjà quelques-uns qui sont intéressés. Okay. Et maintenant, l'idée, ce serait de se rencontrer une fois par mois et puis vraiment de pouvoir créer une récurrence et un esprit de tribu en fait avec ces rencontres. Génial. Si on a des papas qui nous ont écoutés puis qui sont intéressés pour avoir de tes nouvelles et de savoir la suite que tu vas donner à ces cercles de pères, comment ils te trouvent, comment ils te contactent? Eh ben, ils me trouvent sur Facebook avec mon prénom et mon nom, Étienne Maret. M-A-2-R-E-T. Alors, il n'y a qu'un seul R. M-A-R-E-T, ouais. M-A-R-E-T. Voilà. Ok. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, c'est avec grand plaisir que je vous écouterai et que je vous inviterai du coup à rejoindre ces cercles. Ok, super. Merci beaucoup pour cette heure d'émission qu'on a passée ensemble autour de la paternité, de se devenir père. Je pense qu'on aurait encore plein de choses à évoquer, à dire. Si finalement vous avez des choses à retenir
c'est d'être plutôt que de vouloir faire, je crois que ça c'est important, que la puissance d'être en lien tous ensemble, de s'autoriser à être vulnérable, en opposition à cette image de devoir être fort, qui colle beaucoup à l'homme depuis de nombreuses années, forcément, l'homme guerrier et invincible, voilà. Donc c'est quelque chose. Moi, j'ai beaucoup d'émotions à penser qu'un homme, en fait, peut être guerrier et invincible, mais qu'il est capable aussi de pleurer et de dévoiler les émotions qu'il ressent, et que ça renforce encore plus, en fait, sa force, je crois. Là où certains y voient de la faiblesse, moi, j'y vois vraiment de la force. C'est valable aussi pour les femmes, en fait. Ouais. Donc voilà. Et puis du coup, pour Parents Autrement, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines, puisque c'est un mercredi sur 2 qu'on se retrouve tous ensemble, avec Mathilde qui viendra nous parler du Pilate et puis aussi de son parcours de femme puis de mère et de comment elle a pu cheminer à travers ça. Je vous souhaite à tous de vivre une bonne journée et puis bien sûr de vous accueillir, de connecter à vos émotions et de vous autoriser à être vulnérable. Ça me fait aussi plaisir d'avoir vos retours de l'émission. Alors, si vous avez aimé, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter sur le replay, bien sûr, de Radio Grand Lac sur la chaîne YouTube, mais aussi sur la page Facebook de Radio Grand Lac sur l'émission. Voilà, je pense que vous pouvez vite trouver l'info. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une belle fin de journée. Radio Grand Lac. Écoutez-nous, on est là pour vous. Radio Grand Lac.